800, 900 mètres. 1002. Là, c'est le plus haut vin d'Europe. Hein. La jeunesse de cette manifestation réside dans le fait que je me suis aperçu un jour qu'on avait un continent qui avait une unité, une diversité et une richesse incroyable. Et que ce continent, c'était celui des vignobles autour du Mont Blanc. Dans ces vignobles autour du Mont Blanc, on a le Val d'Aoste, on a les vignobles de Suisse autour du Léman et dans le Valais, et les vignobles du Bugey et de la Savoie en France. Et donc l'idée est venue effectivement de se dire que tous ces gens-là qui parlaient la même langue, qui avaient les mêmes conditions de culture de la vigne difficiles, et qui avaient à leur disposition la même richesse empélographique, c'est-à-dire le même nombre de cépages à leur disposition, ils avaient des choses déjà à se communiquer entre eux et à communiquer aux consommateurs, aux professionnels, aux journalistes qui ne connaissent pas forcément tous ces vins. Pour ce qui est de notre commercialisation du vin, la plupart viennent encore distribuer en Vallée d'Aoste, c'est-à-dire le 70% on le distribue et ils viennent vendus en Vallée d'Aoste. Et pour ce qui reste, disons le 30%, on a un 20-25% en Italie et un 5% qui commence à devenir intéressant à l'étranger. Pour nous maintenant, quand je dis pour nous, je dis terroir du Mont Blanc, effectivement, on a un potentiel sur les États-Unis qui est énorme. Parce que les Américains, ils ont assez des classiques romains. Ils cherchent quelque chose de différent, mais avec un rapport qualité-prix acceptable. Ils veulent acheter, surtout parce que maintenant il y a le problème euro-dollar qui est en train là de bouger un jour oui et l'autre encore. Si on arrive à trouver le correct rapport entre les deux, ils ont vraiment envie de boire quelque chose de différent. Il y a cette notion de prix qui est importante puisque c'est quand même des vignes qui reviennent cher. Il y a un prix de revient qui est assez élevé. Il n'y a pas de mécanisation. On s'interdit bien souvent dans les optiques de bio, de biodynamie, les traitements chimiques. Donc il faut tout faire à la main sur des terroirs qui sont comme ça ou en terrasse. Donc la notion de coût, elle est quand même, comment elle s'intègre dans cette politique marketing un petit peu différente qu'on veut mettre en place? Si on ose proposer des cuvées qui ne serait-ce que équivalentes à d'autres types de vins, on est hors champ. Et je crois que l'expérience, dès cet après-midi, on nous a fait la remarque de dire ce sont des cuvées de vins suisses, ce sont des vins chers. On a envie de remettre par rapport à une qualité équivalente probablement à d'autres types de vins, on est finalement pas cher. Mais il y a aussi toute une imagerie négative qui entoure les vins de montagne, c'est une évidence. Pour ce qui est de l'Italie, bien sûr, on a des bonnes distributions sur les grandes villes, telles que par exemple Milan plutôt que Rome. On a des intérêts pas mal. Et les autres pays de l'étranger, c'est en particulier les États-Unis que en ce moment ils nous donnent pas mal de satisfaisants et où on cherche vraiment d'améliorer notre action et où on voit en effet aussi une bonne marge d'exploitation dans l'avenir. Et là aussi, dans le Japon aussi, on est en train de faire un bon travail, aussi en collaboration avec la Chambre du Val d'Aoste et l'assessorat du tourisme avec l'ICE. Et on ira chez nous, je pense ici dans l'été, des exportateurs du Japon et où on pense aussi de faire un bon travail. Il faut dire qu'autour du Mont Blanc, on compte entre 130 et 150 cépages qui sont réellement cultivés et qui servent réellement à l'élaboration de vins. Donc on a une richesse à notre disposition, puis une certaine modernité, parce que dans le monde, beaucoup de gens consomment des vins de cépages. On a une grande variété de cépages dans les vignobles autour du Mont Blanc, ça c'est un premier point. Comme point commun, ils ont le fait de travailler des vignes qui sont assez difficiles, qui sont en pente, en très forte pente, ou qui sont en terrasse. Donc il n'y a pas de possibilité de mécanisation quasiment. Ou alors quand il y a des possibilités de mécanisation, ça prend une autre ampleur puisque c'est le recours à l'hélicoptère quand il s'agit à la fin de la journée de vendange de ramasser les bennes en inox que sinon ils seraient incapables de porter à dos d'homme aujourd'hui. Donc on a des points communs qui tiennent à l'ampélographie, on a des points communs qui tiennent aux conditions de culture de la vigne. Tous ces vignobles ont appartenu à la maison de Savoie, à une période ou une autre durant le millénaire qu'a duré la maison de Savoie. Il y a une unité qui tient à la richesse empélographique que l'on a sous la main pour faire des vins. Il y a une unité qui tient aux conditions purement géologiques de la surrection des Alpes et des terroirs qui en découlent, avec une grande diversité qui tienne à toutes les fractures géologiques qu'on a pu avoir au fil des ères géologiques. On a une unité aussi qui tient à la langue, puisque tout le monde parle plus ou moins le français autour du Mont Blanc,
Ça repose sur un vieux socle de franco-provençal à une époque. Donc il y a une vraie identité. Je vous sers un chaud de lune. C'est un vin de glace, Morgé-la-Salle. On est à 1200 mètres d'altitude, le plus haut vin d'Europe. C'est un prix blanc, comme je vous disais, à pied franc. Franc de pied là. Alors ça veut dire que la phylloxéra n'a pas touché. Oui. Il s'est sauvé. Et là, c'est une vendange tardive, faite au mois de décembre. Quand la température descend à moins 10, on vendange sous la neige, très froid. Ouais. Plutôt vers le matin, quand la température est vraiment froide, on presse très doucement et tous les jus sortent et la glace, on l'enlève. D'accord. Alors, les parties douces viennent fermenter en 8 tonneaux différents de bois. Et chaque bois donne une saveur particulière au vin. D'accord. À la fin, tout vient mélanger. Ça, c'est le résultat, la chaude lune. On peut le boire. Ah oui, Ah on peut le boire. oui, ça, c'est Et on sûr. peut même l'apprécier. Non mais c'est vrai qu'il a un nez particulier, très très riche. Et au niveau des arômes, comme vous dites, des arômes très très... Ah, c'est étonnant. C'est très bon. Ouais, c'est... Avec Et un goût de il fromage. changera avec, vous savez, en bleu, Oui. un roquefort très Ah ouais. plus bleu que fort. Ouais, ouais. Plus Ah bleu, ouais, ouais. surtout plus bleu que fort. Et ça, on doit le Non, boire même avec un très comté. doucement, très doucement. C'est, Car chaque fois, il changera. Il vous donnera des saveurs différentes. Et Qui je vous change, assure, quand vous aurez terminé, vous reniflerez le verre et ça vous donnera encore des sensations nouvelles. Ça, c'est plutôt un vin, je crois, à manger avec un fromage, un herboriné très sérieux, mais plutôt un vin de, si vous voulez, un vin de relax. Oui, oui, oui. Ah Il faut oui, le voir faut avec l'apprécier. Ouais. l'apprécier, Tout doucement, ouais. comme vous dites. Non, je suis entièrement d'accord. Je représente les vins de Savoie. Nous sommes viticulteurs dans le secteur de Montmélian, à 15 km de Chambéry. Et nous avons une production sur Arbin, principalement de rouge, la Mondeuse, qui est Arbin, le berceau de la Mondeuse. Nous avons aussi un petit peu de Chignin-Bergeron, qui est issu du cépage Roussanne, mais qui, lui, est cultivé sur 3 communes, Chignin, Francin et Montmélian. Et nous le cultivons sur Montmélian. Nous avons 8 hectares en production, à peu près 4 hectares de rouge et 4 hectares de blanc. Nous sommes venus à la production biologique et la biodynamie. C'est vrai qu'en écoutant nos collègues, surtout les collègues suisses qui parlaient énormément de biodynamie, c'est comme ça que nous sommes venus maintenant à cultiver en biodynamie. C'est eux qui nous ont donné le déclic. On a voulu faire l'essai, ça a marché, et donc on en est venu à faire de la biodynamie. Et maintenant, nous serons certifiés en 2011. La biodynamie, c'est un ensemble de techniques de traitement de la vigne par produit. J'utiliserai la métaphore d'homéopathie de la vigne. C'est finalement l'usage de plantes et matériaux végétaux naturels sur la plante en traitement, en remplacement des traitements phytosanitaires usuels. Alors, usuellement, ça a toujours été vu de manière un petit peu ésotérique parce que la pratique qu'on a classique, la conception qu'on a classique de la biodynamie, c'est effectivement la constitution d'un pot de plantes avec sous phase lunaire. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça pourrait sembler un petit peu hermétique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une grosse partie des vignerons qui font le cap de la biodynamie, qui le font au travers de produits aussi qui sont des poudres et qui facilitent justement l'utilisation. C'est un grand enjeu. Très peu aujourd'hui font le cap parce que ça a tendance à mettre les vignerons et les vins dans une catégorie. Alors, ce qu'on apprécie du côté suisse, du côté savoyard, c'est que la biodynamie n'est pas forcément revendiquée comme un outil de marketing, un outil de vente. C'est une composante du vin, on le sait quand on connaît le vigneron, mais on le découvre. C'est simplement, nous, je crois que c'est devenu là où vraiment le réel potentiel de la biodynamie, peut-être moins sur un enjeu de marché, mais c'est vraiment sur un enjeu de goût. Je remets sur l'expérience de Ronalia, on n'est pas parti avec aucune étiquette, aucune volonté de revendiquer le créneau de vin bio, vin nature. Mais au final, on s'est aperçu, après 2 ans d'activité, que 80% des vins qu'on a sélectionnés et retenus dans la gamme provenaient de ce type-là de viticulture, au goût. Donc il y a bien aujourd'hui, au-delà du discours qui peut entourer la biodynamie, il y a bien une réalité ensuite de produits. Je me place du côté du dégustateur et de l'amateur.
faisons le test. J'incite tous ceux qui ont jamais fait le test à un jour d'essayer 2 vins sur la même appellation et d'essayer 2 approches différentes, une conventionnelle et une en biodynamie.